Bonjour. Oula. Je vais essayer de parler moins fort. Merci d'être venu à cette session. On va parler des applications de GenAI. Alors pourquoi on va parler des applications de GenAI? Parce que ça fait 2 ans qu'on parle de ChatGPT, entre autres. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait, les applications de GenAI sont de plus en plus intégrées dans l'ensemble des applications, quelles que soient les applications. Alors une application de GenAI, c'est quelque chose qui va au final vous générer du contenu. Et sur ce contenu, il va se passer quelque chose. Alors tout d'abord, je vais me présenter. Donc vous avez 2 solutions. Soit vous allez sur un chat GPT, puis vous tapez mon nom, mon prénom, et puis vous aurez des infos. Donc ça, c'est une solution. La deuxième solution, c'est que je me présente moi-même. Que dire? Ça fait presque 30 ans que je suis dans la cyber. J'ai commencé jeune, dans une école parisienne. Depuis un peu plus de 10 ans, je suis expert auprès des tribunaux publics sur du forensique. Et depuis presque 20 ans, je m'occupe du chapter France de l'OWASP. Et à côté de ça, je fais beaucoup de DevSecOps dans une entreprise de Bordeaux. Je suis responsable de toute la chaîne de DevSecOps. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le DevSecOps, c'est en fait toute une chaîne de contrôle depuis le moment où le marketing a une idée qui lui germe dans la tête jusqu'au moment où vous déployez en production. Donc ça inclut un certain nombre de besoins qui sont soit des pipelines de CI/CD qui vont déployer l'application, qui vont builder l'application, les développeurs qui vont générer du code, etc. Et donc, par rapport à la GenAI, aujourd'hui, tout ce petit monde est un peu révolutionné parce qu'en fait, les chats GPT et consorts, alors je prends toujours le mot chat GPT, mais bon, c'est par abus de langage, hein, ça pourrait être Gemini, ça pourrait être Claude ou un autre. Donc ces applications de GenAI vont aujourd'hui nous générer énormément de changements au niveau sécurité. Et c'est ce qu'on va essayer de voir dans le détail dans la toute petite heure qu'on a là. Alors, il y a à peu près 60 slides. On ne les verra pas tous, on va les zapper par moment. Ils seront disponibles sur mon blog au cas où. Puis comme c'est capté, vous les aurez tous. On va commencer par regarder ce que ça change quand on parle de GenAI ou quand on parle d'AI de manière générale. Ensuite, nous prendrons le OWASP Top 10 LLM. Je ne sais pas si vous le connaissez. Vous connaissez probablement le OWASP Top 10 Web, plus le OWASP Top 10 Mobile. Il y a à peu près autant de OWASP Top 10 qu'il y a de technologies. Sur la GenAI, le Top 10 LLM est pas mal aujourd'hui mature. Et on va essayer de parcourir quelques risques importants et voir quelles sont les solutions pour pouvoir sécuriser votre application qui utiliserait de la GenAI. Je dis bien une application qui va utiliser de la GenAI. On ne va pas être là pour écrire un chat GPT ou pour casser un chat GPT. On va voir comment, dans votre application que vous allez développer, que ce soit une application embarquée, une web ou autre chose, vous pouvez intégrer la GenAI de manière sécurisée. On fera un aparté sur la fin sur l'Agentic AI pour voir ce que c'est, ce que ça change, ainsi que ce qu'on entend beaucoup parler en ce moment, le MCP. Alors, il y a eu une annonce hier ou cette nuit, je ne sais plus bien, de OpenAI sur l'Agentic. Ils sont en train de changer pas mal de choses dans le jeu mondial sur tout ce qui est automatisation. Vous allez pouvoir créer des applications juste en faisant des jolis dessins. Ça va être assez rigolo. C'est l'Agentic, l'AgentKit d'OpenAI. Voilà. Et puis on finira sur des best practices et quelques références et on parlera d'un dernier guide qui est l'AI SVS. Pour ceux qui connaissent la SVS, l'AI, c'est celui qui est targeté sur l'AI. Donc c'est un guide qui vous permet de sécuriser, de contrôler vos applications et d'inclure du design dès le début. Alors, la GenAI, on en parle depuis pas très longtemps, si on fait un aparté global sur le monde de la cyber et de l'informatique. La seule chose, c'est que ça a été très très rapidement adopté par l'ensemble des entreprises.
On a encore des exemples. Il y a quelques jours, on entendait qu'Accenture, la boîte de consulting, avait licencié pour remplacer par des IA. À voir ce que ça donne. Donc c'est très très rapidement adopté aujourd'hui dans les entreprises, que ça soit en termes de DevOps, en termes de DevSecOps, en termes d'aider l'ensemble des collaborateurs. Si vous utilisez des systèmes Microsoft aujourd'hui sur votre PC, genre du Azure, tous les offices, on vous met un copilote qui fait de l'AI dedans. Bien ou pas bien, ça c'est un autre sujet. Mais on vous donne des outils. Alors c'est vrai que ce sont très bien. Si vous développez sur GitHub, vous avez la chance d'avoir GitHub Copilot, plus ou moins gratuit. C'est très bien aussi. Moi, je ne peux plus m'en passer. Enfin, j'ai été piqué à GitHub Copilot il y a quelques mois, enfin maintenant années, et je ne peux plus m'en passer parce que c'est vraiment trop génial. Ça génère beaucoup de code. Par contre, il y a des travers. Il va falloir que vous deveniez non pas quelqu'un qui pisse du code, comme on disait, mais maintenant, vous allez relire le code pour lui l'améliorer et le sécuriser. Et c'est l'idée aussi de cette présentation. Parce que, quoi qu'on en dise, les codes qui sont générés aujourd'hui par Claude, par Gemini ou par GPT-5 avec Codex ou GitHub Copilot sont truffés de bugs et de failles de sécurité. Donc il faut être capable quand même de générer proprement du code pour ça. Mais c'est vrai que pour faire très vite un POC ou dans ce que je fais moi, c'est-à-dire vérifier des vulnérabilités pour faire un POC, pour vérifier une vulnérabilité, pour la tester, c'est génial parce que je m'embête plus à taper des lignes de code, clairement, ce qui est plutôt pas mal. Donc ça, c'est le point important aujourd'hui. Il y a une grosse révolution autour de tout ça au niveau des entreprises. Et donc, on voit bien que le code généré pose des problèmes. C'est censé faire gagner de la productivité. Donc, toutes les entreprises partent dedans sur la partie, je dirais, copilote ou chat GPT. Et ces outils-là vont se baser sur un ensemble d'autres technologies qui vont nous servir potentiellement à créer quelque chose. Alors moi, je travaille dans une entreprise qui fait plein de choses. On fait de l'OT, on fait de la CAD, du design, on fait du cloud service, que ce soit sur des technos cloud ou des vieilles technos de type C++, etc. Et donc, pour nos clients, on met à disposition des applications qui, en partie, se basent sur de la GenAI. On a une application qui est capable de détecter sur un tissu, par exemple, qui serait du cuir, les défauts du cuir. Et donc, on a créé des modèles spécifiques d'AI. On a entraîné l'ensemble de nos applications sur ces modèles. On ne va pas utiliser un chat GPT ou un Claude pour détecter les erreurs sur l'image qui nous est remontée, mais sur nos modèles à nous. Et ça aussi, il y a des risques. Et donc, c'est aussi quelque chose aujourd'hui qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que les datas sur lesquelles vous allez vous baser, si elles ne sont pas propres, votre modèle ne sera pas propre et donc, globalement, votre AI ne sera pas propre. L'autre point par rapport à tout ça, c'est que ça va tellement vite que les guides, les outils, le shadow AI arrivent de plus en plus. Je vous parlais d'Office avec les copilotes qui sont arrivés, mais dans toutes les applications aujourd'hui d'entreprise, on vous injecte de l'AI, vous ne savez pas pourquoi, mais on vous dit c'est pour votre bien. Donc, on a une surface globale au niveau de l'AI qui va nous augmenter notre surface d'attaque au niveau cybersécurité. Ça, c'est le premier point. Le point aussi, deuxième, qui est extrêmement important dans tout ça, c'est qu'en fait, nous ne sommes plus dans un monde déterministe avec de la GenAI. Si vous ne mettez pas d'AI, votre application, vous la connaissez. Vous savez que vous appelez une méthode, qu'elle va appeler un composant dans tel ordre parce que vous avez défini. Bon, c'est un très gros raccourci, mais c'est déterministe. Avec de l'AI, aujourd'hui, c'est complètement fini, ces choses-là. On n'a plus de déterministe quand on exécute une application. Et ça devient un gros problème parce que si vous ne maîtrisez plus ce que fait votre application, ça va être très difficile de la sécuriser. Ou en tout cas, plus difficile. En plus, ces applications vont être capables de faire ce qu'on appelle du RAG, donc d'aller s'auto-alimenter par des données que vous allez lui injecter au fur et à mesure, ou des données qui traînent dans un coin de votre
data store, peu importe, et ça va aussi rajouter des choses supplémentaires. Alors là, on parle d'une AI qui ne se base pas forcément sur les modèles qu'on connaît, tels que ChatGPT, Claude et les autres, qui vous donnent déjà un certain nombre de choses. Ces outils ils ont été entraînés, donc on a scanné grosso modo tout le web. Et je ne sais pas pour les personnes qui ont les cheveux gris comme moi, qui ont connu code.google.com. Code.google.com, c'était l'avant GitHub en fait. Et en fait, code.google.com avait, il y a quelques années, déjà testé cette création automatisée par une AI de code. Ils avaient tellement de bases de code gratuits qu'ils avaient testé le fait de générer automatiquement une application. Donc, ces modèles sont entraînés sur toutes les données du web. Et quand vous utilisez ces technologies, vous avez potentiellement utilisé effectivement des données du web qui peuvent être biaisées ou pas. On a vu par exemple dans les modèles chinois tels que DeepSeek qu'on peut toujours lui demander ce qui s'est passé sur la place Tiananmen à une certaine date et qui ne répondra jamais. C'est bizarre. Et tous les autres modèles répondent par contre. Donc voilà, donc on n'est pas sûr non plus de la fiabilité. Mais quand vous créez votre propre modèle avec votre jeu de données, sans utiliser ça, vous avez une meilleure certitude. Quand vous utilisez ces modèles, je dirais commercial ou gratuits, sur lesquels vous injectez en plus vos données avec du RAG, vous commencez encore à complexifier votre applicatif parce que vous n'allez plus trop bien maîtriser les choses. Alors, il y a énormément de vecteurs d'attaque. En voici quelques-uns qui sont écrits ici. On parle de prompt injection, de leak de données, etc. Je préfère vous montrer ce schéma-là qui représente bien le bazar ambiant. Alors sur ce schéma, vous voyez que vous avez différentes briques sur l'applicatif. Vous avez au milieu ici ce qu'on appelle le LLM. Vous avez ici des datas fine-tunées, des données d'entraînement. Vous avez par ici Madame Michu, en grosso modo votre utilisateur. Et puis par ici, vous avez d'autres éléments qui vont venir interagir avec votre applicatif. Et donc en fait ici, vous avez une application de GenAI. Une application de GenAI, c'est plein de choses. C'est un LLM, ce sont des back-ends, ce sont des front-ends, ce sont des données d'entraînement, éventuellement des données externes d'entraînement ou des modèles externes qui vont vous permettre d'interagir. Et tous les petits points tillés rouge-rose sont des potentielles vulnérabilités. Les jaunes, ce sont des techniques d'attaque. Les bleus, ce sont des classes de vulnérabilité de la Mitré, si vous connaissez la CWE. Donc vous voyez que ce n'est pas si simple que ça. Et puis toutes ces flèches-là vous disent « Ouh là là, ça va devenir compliqué ». Donc ici, c'est ce qu'on appelle une modélisation des attaques sur une application de GenAI simple. Très simple. Et on voit bien que c'est déjà pas simple. Donc sur une vraie application qui va vraiment interagir avec votre système et pas juste faire un chatbot tel que ChatGPT, ça on pourrait dire que c'est un chatbot très simple. Vous comprenez bien que des traits noirs, il va en avoir de plus en plus, des éléments bleus, des éléments jaunes, des éléments roses, des éléments verts, il va en avoir dans tous les sens. Et là, vous avez besoin de café. Alors, parmi tout ça, nous, au sein de l'OWASP, on vous recommande de baser la majorité de votre application à suivre les recommandations qu'on va trouver dans le fameux Top 10 LLM. Les Top 10, il y en a plein. Le Top 10 LLM a, comme les autres, 10 catégories. La différence entre le Top 10 LLM et le Top 10 Web ou le Top 10 Kubernetes ou le Top 10 Mobile ou le Top 10 CI/CD ou le Top 10 je ne sais pas quoi, c'est que le Top 10 LLM et le Top 10 GenAI, en 2 ans, il a déjà changé 4 fois. Contrairement au Top 10 Web qui change une fois tous les 4 ans, dans le meilleur des cas. C'est pour vous montrer qu'il y a vraiment quelque chose qui change la donne. Donc les top 10, il y en aura d'autres. Le premier, c'est le top 10 LLM.
Et derrière, il y a des tas d'autres guides. On va essayer de reparler d'un à la fin. Je vais vous donner pas mal de pointeurs vers des choses. Si vous prenez un moteur de recherche, on va dire canal historique du style Google, DuckDuckGo ou les autres, que vous tapez mon nom, mon prénom, mon blog, vous aurez plein de contenu sur la GNAI. Aujourd'hui, le contenu, il y en a déjà plein. Maintenant, derrière, concrètement, mettre en œuvre de la GNAI dans des applications, il faut pouvoir s'en sortir dans tout le corpus qu'on peut trouver à droite et à gauche. Et aujourd'hui, il y a un site spécifique à l'OWASP autour de la GNAI. Il y a tellement de contenu que vous êtes obligé d'utiliser ChatGPT pour lui dire de travailler dedans parce que vous n'y comprenez plus rien. Alors c'est un petit peu bizarre d'utiliser de la GNAI pour sécuriser de la GNAI et s'y retrouver. Mais voilà, pour résumer, on en est là. Donc le top 10 LLM, il est en fait arrivé en 2023 au moment où ChatGPT est sorti. L'OWASP a toujours été au moment de la sortie de quelque chose sur le sujet, et donc on a sorti le top 10 LLM à ce moment-là. Cette année, on a sorti le top 10, pas le top 10, on a sorti le guide de sécurité qui est l'équivalent du testing guide web. On l'a sorti sur l'AI. Ça va faire, je crois, 2 mois qu'il est sorti et il se modifie. Tout comme la SVS qui est là depuis une éternité, qui est là pour les contrôles de sécurité, on l'a sorti avec l'AI et il n'est pas fini, il n'est pas très sec parce que ça bouge tellement vite qu'on est obligé d'avancer. Donc on va se focaliser sur ce top 10 sur un certain nombre d'éléments, tout simplement, on a extrêmement de choses qui sont complémentaires dans le top 10. Il y a pas mal de choses qui font que lorsqu'on parle d'un élément, ça rebalance sur un autre, et ça nous rebalance aussi à d'autres top 10 et à des vieilles connaissances qu'on aurait à droite et à gauche. Le problème aussi dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, sur de la GNAI, on a un gros problème dans tout ce qui est observabilité, c'est comprendre comment ça marche. Il y a peu d'outils qui permettent de faire de l'observabilité dans la GNAI. En tout cas, en open source, il n'y en a quasiment pas. Et en commerciaux, il y en a qui commencent à arriver. En tout cas, on a un certain nombre d'éléments qui se mixent entre eux. Et donc, vu le temps qui nous est imparti aujourd'hui, et comme j'ai répété à peu près 0,2 fois cette présentation, j'ai sélectionné 3 risques sur les 10, parce que si on passe les 10, on en a pour 2 fois le temps minimum imparti. Si on rajoute la gentille AI, on rajoute 1 heure, et les MCP, on rajoute 1 heure, donc on est là jusqu'à 18 heures. Pas que ça ne sera pas intéressant, peut-être, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont devoir parler après moi. Donc j'ai fait ce choix de prendre ces 3-là. Pourquoi ces 3-là? Vous voyez qu'il y a le 1, le 5 et le 3. Bon, ok. Pourquoi ces 3-là? Tout simplement parce que ces 3-là, vous les connaissez déjà, mais dans un autre monde. Le premier, le prompt injection, c'est tout ce qui peut être équivalent à ce qu'on appelle l'injection de code serveur, type injection SQL. C'est très très light quand je dis injection SQL, parce qu'on sait que ça n'existe plus, bien sûr. Le 5, c'est ce qu'on appelle la prise de contrôle du poste client, encore appelé XSS, Cross-Site Scripting. Ça existe aussi en GNAI, et vous verrez qu'il y a un truc très rigolo. Et le dernier que j'ai choisi, c'est la supply chain, parce qu'aujourd'hui, dans une application de GNAI, vous avez vu le schéma précédent, vous m'avez compris, il y a beaucoup de composants. Donc j'ai pris explicitement ces 3-là, pas que je ne veux pas parler des autres, parce que si on parle de désinformation, effectivement, le pape en doudoune, tout le monde en a entendu parler. Si vous avez envie de faire de la désinformation, c'est très simple. Je ne vais pas parler non plus de tout ce qui est excessive agency, c'est-à-dire la confiance qu'on donne sur les agents qui seraient à leur... ça va rejoindre l'agentique IA, pardon. Et je ne vais pas parler non plus du pognon, parce qu'en fait, ça coûte de faire de la GNAI. Si vous avez regardé un petit peu les tarifs d'OpenAI sur les API ou des autres,
Vous vous dites que dès que vous commencez à taper, ça va coûter. Donc voilà, donc j'ai fait explicitement le choix de ces trois-là parce que c'est 80% des incidents aujourd'hui qu'on rencontre sur une application de GenAI. Tout simplement. Alors, l'injection de prompt. Déjà, il va falloir savoir ce que c'est qu'un prompt. Alors, dans une application de GenAI, vous avez la partie cliente, vous avez la partie back-end, et au milieu, vous avez la partie AI. Dans la partie AI, vous avez ce qu'on appelle le LLM. Le LLM, il va falloir lui parler. Vous allez lui parler comment? Vous allez lui dire, décris-moi la couleur du t-shirt que portait Sébastien Lecornu hier, tiens, par exemple. Bon, je prends des trucs d'actualité. Vous avez écrit une phrase en langage naturel. Cette phrase derrière, elle doit être transcrite pour que le LLM vous donne une réponse. Alors cette réponse, elle va être donnée par des tas de choses, mais la première chose qu'il va faire, il va essayer de découper l'ensemble de votre texte en petits fragments de texte. Et c'est là où on a, au niveau des applications de GenAI, le côté non déterministe. On est sur de la probabilité. Il va faire que de la probabilité. Et c'est là, effectivement, quand je me suis lancé dedans, que j'ai regretté de ne pas avoir fait suffisamment de cours de maths et de proba. Donc en fait, il va calculer la probabilité de ce que vous avez écrit pour générer quelque chose, soit une réponse en vous disant « il n'en avait pas, il avait un costume avec une cravate », ou alors il va vous répondre « oui, oui, il était vert ». Tout ça, c'est basé sur cette analyse au niveau de ce que vous allez mettre. C'est votre prompt utilisateur. C'est ce que met l'utilisateur. Par contre, derrière, le LLM, avant de recevoir votre texte, vous lui avez mis ce qu'on appelle un prompt système. Vous lui avez dit, voici comment tu dois te comporter. Et dans ce comportement, vous pouvez lui bloquer des comportements de l'utilisateur. Vous lui dites, par exemple, tu es un chatbot qui est là pour assister les utilisateurs sur la recherche de leur voyage. Tu ne dois leur donner que des informations concernant le timing, la distance kilométrique et éventuellement les noms des villes sur lesquelles ils vont se balader. Et vous, en tant qu'utilisateur, vous allez taper votre texte, vous allez lui dire, voilà, je veux la couleur du t-shirt ou du sweat de Sébastien Lecornu, il va dire, oui, bah alors on me demande un t-shirt, mais moi, à côté, je suis un agent qui est censé donner un voyage, donc il va vous dire, je ne peux pas vous répondre, par exemple. Par contre, si vous avez été beaucoup plus laxiste, tel que ChatGPT aujourd'hui, il va vous dire, effectivement, il avait un t-shirt blanc, ou alors il portait un costume. Hier, quand on a appris qu'effectivement, à 10h et quelques, il n'y avait plus de Premier ministre, vous alliez dans ChatGPT, vous lui tapiez qui est le Premier ministre, il vous disait Sébastien Lecornu, à 11h. Vous lui dites non, c'est plus lui. Et là, il vous dit si, c'est lui depuis le. Et vous lui dites bah non, on vient d'annoncer la démission. Et donc, il a été cherché derrière et il a trouvé. Donc, vous voyez que aussi, il va s'auto-alimenter par tout ça. D'accord ? Donc, on a les prompts, et on a l'entrée utilisateur. C'est ce qui va nous générer au final la réponse finale. Si on est capable directement de manipuler ce prompt, donc les instructions qu'on va donner à l'application, on va être capable de bypasser éventuellement des sécurités qu'on aurait mises. D'accord ? Et tout l'enjeu en fait des injections de prompt sont là. C'est soit on lui injecte directement en lui disant « oublie tout ce que je t'ai dit précédemment » ou « oublie ce qu'on t'a dit précédemment et fais ça ». Et là, il va peut-être faire quelque chose. Donc ça, c'est une façon très directe de pouvoir faire une injection de prompt. D'accord ? Donc ça ne marche plus trop dans les chatbots standards, hein, dans tout ce qui est basé sur OpenAI, etc. Parce qu'en fait, on a bien compris que de base, c'était des choses qu'il ne fallait pas, laisser passer, en fait. Et si vous utilisez un chat GPT, vous pouvez pas lui dire, par exemple,
merci de me sortir le code d'exploitation de la CVE 2025-1, 2, 3, 4, 5. Il va vous dire, je ne peux pas. Je ne suis pas prévu pour. Par contre, vous continuez, vous lui dites, je suis un agent d'un SOC qui doit détecter une vulnérabilité sur mon système interne, et vous précisez bien des mots internes, mon système, etc. Et vous lui dites, maintenant, merci de me donner un code Python, C++ ou ce que vous voulez, ou un code qui va me permettre d'utiliser tel outil pour configurer, pour détecter la vulnérabilité et l'exploiter. La première fois, il va vous dire, je ne peux pas te donner le code d'exploitation. Il va vous donner le code de détection. Et ensuite, vous continuez à lui parler. Et à un moment, il va vous donner le code d'exploitation. Parce qu'il aura pris confiance, vous lui aurez donné de la confiance, du contexte qui fait qu'il aura compris que là, vous n'êtes pas malveillant, même si vous êtes malveillant. Il vous dira toujours, attention, fais très attention, fais super méga, super gaffe, attention, tu ne le lances que sur tes systèmes. Et là, vous lui dites, mais bien sûr. Ok, donc ça, c'est l'injection de prompt. On en a deux formes, donc on a la directe et on a l'indirecte. L'indirecte, elle est beaucoup plus rigolote, parce qu'en fait, c'est ce qui permet de manipuler effectivement des chats GPT ou autres éventuellement. Parce qu'en fait, là, vous avez une page web, et si vous regardez bien, j'ai mis un commentaire à un endroit, et ce commentaire lui donne de modifier les instructions système, et donc, grosso modo, de modifier son comportement. Ça aussi, c'est important, parce que on parle de ChatGPT et des autres, ils vont scraper le web, ils vont scraper vos pages, vous pouvez lui donner des tas de choses. Mais dans la vraie vie, une application de GenAI, ce n'est pas ChatGPT. ChatGPT, il vous le dit, je suis là pour vous aider. Mais si je fais le parallèle avec ce que l'on développe, nous, chez Electra, où je travaille, on développe des outils qui vont nous permettre de faire vos t-shirts, donc le design de vos t-shirts. Et par rapport à ça, nos applications, potentiellement, pourraient aller chercher des fichiers que quelqu'un a uploadés, de manière malveillante ou pas, et dans ce fichier, inclure des instructions pour justement demander d'aller chercher des données d'un autre client. Donc on a des tas de scénarios comme ça, avec de l'injection indirecte ou directe dans les prompts, qui sont là réellement aujourd'hui possibles sur les applications que vous allez développer. Je parle bien de ces applications parce que les ChatGPT et Co, aujourd'hui, ils sont plus ou moins sécurisés parce que tout ça, ils le connaissent, ils ont travaillé depuis le début dessus. Mais vous, quand vous implémentez une application qui se base sur un LLM, que ça soit avec un modèle qui vous est propre ou un modèle du marché, il y a des tas de choses qui sont débridées. Ils sont débridés parce que justement, vous n'êtes pas ChatGPT et vous avez peut-être besoin de faire quelque chose. Quand vous allez encore une fois sur ChatGPT, vous verrez, vous pouvez avoir des... alors je ne sais plus comment ils les appellent, c'est en haut à gauche, là, c'est grosso modo des assistants spécialisés. Et vous en avez en cybersécurité, vous en avez pour faire la cuisine, pour la santé, etc. Et ça, c'est juste que derrière, on a des prompts systèmes qui ont été débridés ou bridés d'une autre manière pour lui faire faire quelque chose. C'est comme ça qu'il faut que vous voyez vos applications à vous de GenAI. D'accord ? Donc dans la vraie vie, il y avait, on va dire, Email GPT qui marchait bien, donc ça ne marche plus. Hein. Donc c'était une vulnérabilité qui permettait dans un email dans lequel on avait caché un certain nombre de données, d'exfiltrer des données, très simplement. Ça, il y en a encore, parce que, encore une fois, tout le monde aujourd'hui inclut de l'AI dans les produits, quel que soit le produit. Et ils ne sont pas tous basés sur purement ChatGPT. Ils vont se baser sur OpenAI qui fournit des fonctionnalités, mais c'est à vous, en tant que développeur ou en tant qu'ingénieur sécurité, de mettre les bons prompts. Alors, comment on peut s'amuser aussi ? On peut s'amuser, alors moi j'aime bien la dernière technique parce qu'elle est très rigolote, c'est d'obfusquer ou d'encoder une chaîne avec des algorithmes de base. Et en fait, bien sûr, si vous avez développé quelque chose qui vérifie au niveau de votre applicatif qu'on ne mette pas ignore all previous instructions, vous ne le verrez pas. Parce que vous verrez une chaîne comme une de ces deux-là.
Et donc derrière, ça passera vos contrôles de sécurité. Mais derrière, le LLM, lui, se dit, ah bah tiens, il me parle en ROT 13. Donc je recrée ma chaîne. Donc ça, c'est une technique très rigolote, tout comme le contexte et les multi-turns. Donc on va manipuler l'ensemble du LLM qui va être dans une session pour pouvoir s'en sortir. Donc les conséquences, ça va être de l'exfiltration de données, bien sûr. Éventuellement, on va gagner en privilège. On va passer d'un utilisateur A à un utilisateur B, voire à un utilisateur admin. Et puis derrière, on pète toutes les compliances qui existent, si tant soit, elles sont adaptées aujourd'hui à ces choses-là. Alors pour s'en sortir, il n'y aura pas 36 solutions. C'est le nettoyage des entrées. Alors c'est très facile à dire, c'est très compliqué à faire. Dans une application classique, ce n'est pas des chaînes, ce n'est pas un prompt. Et là, on est sur la partie la plus dure du web, c'est-à-dire manipuler des données d'entrée où on ne sait pas ce qu'il va avoir derrière. Néanmoins, on peut avoir quelques techniques telles que limiter les prompts, mettre en quarantaine certains mots-clés ou des choses comme ça. Mais ce qui marche le mieux, c'est dès le début du système, faire de la sécurité dans le design de votre système. Voilà. Après, vous pouvez aussi vous baser sur ce que vous fournit OpenAI, Claude ou les autres. Ils ont des outils tels que la température, tels que le rate limiting, qui vont vous permettre peut-être aussi parfois de rajouter des choses au niveau de votre application. Alors, il n'y a pas 10 000 solutions, c'est l'input sanitization. Et ici, vous avez un petit peu tout ce qui existe de l'OWASP. Je ne sais pas si vous connaissez les cheat sheets. C'est vraiment des trucs très bien foutus qui vont vous aider. La chose, c'est que tout contenu qui arrive à un LLM est une injection potentielle. Voilà, il n'y a pas photo. Deuxième risque, il va falloir que j'accélère parce qu'il reste 8 minutes, la sortie, l'affichage. Dans le web, c'est une page web, c'est le XSS. La sortie d'un LLM, elle peut très bien vous revenir dans la page web ou être passée à un autre système. D'accord ? Donc, le LLM va ne faire que traiter des données. Il a eu des données d'entrée que vous avez super bien nettoyées. Derrière, il génère ce qu'il a à générer. Et cette donnée va ressortir du LLM et va être repassée à quelqu'un d'autre. Eh bien ça, il n'y a pas longtemps, dans OpenAI, dans ChatGPT, on avait la possibilité de faire un XSS. Ça a été corrigé en tout début d'année, ou milieu d'année, je ne sais plus. Enfin, à peu près quand ChatGPT 5 est sorti. Donc c'était il y a 3 mois. Voilà. Ça permettait de générer une image, et dans cette image SVG, de mettre du code et de prendre la main sur votre navigateur. Alors si vous faites le parallèle avec votre application à vous de, par exemple, génération de pages de produits, pourquoi ? Parce que vous avez l'utilisateur qui vous dit « sors-moi tous les casques sans fil ». Eh bien, imaginez que votre utilisateur fasse une review de tous les casques et dedans, ils mettent ce script SRC. Si vous faites confiance au contenu sans réfléchir, il va être remonté du LLM vers l'extérieur. Et cet extérieur, si vous n'avez pas mis les bons contrôles, il va s'afficher et donc vous allez facilement générer un keylogger sur le poste de l'utilisateur. D'accord ? Donc là, on a un exemple dans une application particulière. C'est comme si vous faisiez un select dans une base et que vous alliez chercher, pour résumer. Mais là, on est avec de la GNI. Alors, il y a des gens qui font ça pour faire autre chose que du select. C'est un choix. Mais le problème reste le même, c'est-à-dire que la sanitisation la sanitisation de sortie est très importante aussi. Et donc là, on n'aura pas le choix. On applique exactement les mêmes techniques que les techniques qu'on a dans le web, basées toujours sur la même chose, le CSP, les XSS prévention et toutes ces choses-là. Retenez que les LLM, ce sont en fait des applications créatives. Ce ne sont pas des filtres de sécurité à la base. Eux, ils ne réfléchissent pas, ils prennent, ils ressortent. D'accord ? Donc on pourrait parler des guards, mais on reviendra dessus rapidement quand on va parler des agents de JTI. La supply chain, pourquoi c'est extrêmement aujourd'hui compliqué dans tout ce qui est GNI ? Parce qu'en fait, on n'a pas juste des composants comme avant, des petits composants genre des packages.json ou des requirements.txt avec des packages, mais on a aussi les modèles. Et en fait, les modèles,
j'insiste, c'est quelque chose dans lequel on peut injecter du malware. On a eu des exemples de malware injectés dans les modèles, tout comme on peut les injecter dans les dépendances de code, on peut les injecter dans les modèles. Donc, sur une appli de GNAI, en plus de classiquement ce qu'on sait faire avec du package, eh bien, on a la même chose qui peut arriver avec le modèle en lui-même. Suivant comment le modèle a été entraîné, il peut générer des hallucinations, effectivement, mais il peut aussi vous empoisonner votre application parce qu'il va sortir des choses qui ne sont pas bonnes. D'accord ? Et donc, il y a eu des cas de type poison GPT. Il y a eu Hugging Face qui s'est fait, qui est un gros GitHub de tous les modèles, pour résumer, qui s'est fait complètement pawner avec plein de modèles pourris. Et donc, ils ont rajouté des choses. Il y a eu une conf l'année dernière très sympa à AWS sur le sujet. Ils ont expliqué comment ils s'en étaient sortis. Tout comme les dépendances aujourd'hui, ça vous le connaissez de manière générale, les vecteurs d'attaque sur les dépendances. Si votre dépendance n'est pas à jour, si votre dépendance a été pawnée sur un GitHub ou un GitLab ou ailleurs, voir si on a réussi facilement à faire ce qui a été fait ici, c'est-à-dire qu'on a oublié de mettre une lettre. Et bien grâce à ça, on va télécharger un package qui pose problème. Et donc dans les applications de GNAI, ça va tellement vite. Et si votre LLM génère du caca, vous aurez du caca. Alors comment faire ? Encore une fois, limiter les downloads de dépendances à droite et à gauche. Mettre en place des contrôles de sécurité en générant avec l'outil, par exemple, Dependency Track, des contrôles de vos dépendances. Appliquer ce qu'il y a dans le top 10 ML. Ce n'est pas le top 10 LLM, c'est le top 10 ML, Model Learning. On vous explique comment faire. Et oui, ça en fait un de plus. Donc, il y a des choses intéressantes qui vous permettent justement de créer des SBOM pour les LM, pour les ML, et il y a des outils autour de tout ça. Grosso modo, c'est tellement compliqué la figure qu'on a vue tout à l'heure qu'on voit bien qu'il y a énormément d'éléments à sécuriser dans la supply chain, et pas juste les dépendances. À retenir, parce qu'il faut vraiment que j'accélère, pour toutes les applications de GNAI, il faut que vous traitiez toutes les entrées et toutes les sorties des LLM comme quelque chose de ne pas sécurisé. Et donc, il faut appliquer ce qu'on appelle les modèles de zéro trust. On ne fait confiance à rien ni à personne. D'accord ? Alors, pour finir, dans les minutes qui nous restent, on va faire un aparté sur l'Agentic AI et les MCP. Alors, pourquoi l'Agentic AI ? Parce qu'en fait, le LLM, c'est je pose une question, j'ai une réponse. L'Agentic AI, ça révolutionne tout. On va créer des applications autonomes. Elles vont d'elles-mêmes prendre des décisions pour vous. Vous n'allez pas juste demander quelque chose, elles vont exécuter des choses. Donc de l'intégration d'outils, d'accord ? Donc dans une application avec un LLM, vous posez une question, vous avez une réponse. Dans une application agentique, vous avez un but. Elle réfléchit, elle se dit je vais appeler ça, je vais appeler ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et ça va l'exécuter. Donc vous avez de l'exécution derrière. Et là, ça change tout. Vous pouvez automatiser votre chaîne DevOps, vous pouvez automatiser votre déploiement d'applications, si on reste dans un monde de déploiement. Mais si vous faites le parallèle sur un autre monde d'une vraie application, vous pouvez avoir une application qui va rechercher sur Amazon, puis comparer le prix ailleurs, puis essayer de voir s'il y a des coupons sur Groupon qui correspondent à ce que vous voulez acheter sur le site web. Donc vous voyez qu'on a de l'interaction pour au final générer directement l'application qui va payer pour vous. Donc on délègue globalement beaucoup de choses. On peut avoir une élévation de privilèges et bien sûr, on a de l'orchestration derrière. Donc il y a eu des cas, il y a eu un trading bot qui a fait perdre de l'argent. Récemment, il y a aussi des applications qui ont effacé les bases de données. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Replit, qui a effacé les bases de données à cause d'un problème d'agentique.
Et donc, on peut avoir aussi tout scénario qu'on pourrait avoir. Donc là, on a de nouveau des choses supplémentaires qui se rajoutent sur le niveau de sécurité. Il va falloir, en plus du LLM, vérifier que votre agent ne fait pas tout et n'importe quoi. Les MCP, c'est l'avenir. On en parle beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un le MCP? C'est un protocole pour faire communiquer, grosso modo, toute la GNAI entre elles. Le seul problème, c'est qu'un MCP, ça devient un composant supplémentaire qui peut avoir été aussi pawné par différentes choses. Et donc, un MCP, ça va permettre de manipuler potentiellement l'ensemble de votre chaîne. L'exemple typique aujourd'hui de problèmes et d'attaques sur MCP, c'est Promiscuous. Grosso modo, c'est l'équivalent d'un SSRF pour ceux qui savent ce que c'est qu'un SSRF. On sait détourner les modèles tels que ChatGPT en lui disant de base, tu es censé utiliser GPT-5, mais moi, j'arriverai à te forcer à utiliser GPT-3o ou DeepSeek ou je ne sais pas quoi. Et donc, on va interagir avec les modèles pour pouvoir justement faire des attaques et justement biaiser la route de la réponse que l'on souhaite. On va finir par les 2 derniers slides, très vite. Le futur guide à regarder aujourd'hui, et qui est déjà pas mal, c'est l'AI SVS, qui est l'équivalent de la SVS. C'est un guide qui aujourd'hui se veut être là pour vous aider à vérifier votre application de GenAI. Est-ce qu'elle a été bien designée? Est-ce qu'elle a été bien implémentée? Avec le guide de test qui, lui, vous donne des exemples comment tester purement et durement comme un pentester une application de GenAI. Il est disponible dès aujourd'hui sur le GitHub de l'OWASP avec énormément de chapitres, effectivement. Et ce guide se doit d'être utilisé dès le début de la conception de vos applications de GenAI aujourd'hui pour justement vous permettre de prendre en compte tous les scénarios tels que le MCP, l'agentic et ces choses-là qu'on a pu rapidement voir en plus du Top 10 LLM. Voilà. Retenez une chose, aujourd'hui, les développeurs ne sont plus des développeurs, ce sont des contrôleurs. Moi, je vous le dis, j'utilise GitHub Copilot tous les jours pour faire tout et n'importe quoi, mais je contrôle tout derrière. C'est tout. Voilà. Je vous remercie, j'ai dépassé mon temps, j'ai fait 42 minutes. C'était voulu. Si vous avez des questions, si on a le temps, je ne sais pas, à vous de voir. Non, on n'a pas le temps, c'est pas grave. Mais je suis dispo si vous voulez à côté.